Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les met. Bonjour à toutes et à tous et bel après-midi. Le 20 novembre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant et cela depuis 31 ans. Les enfants de Jean Biyoudi vont poser des questions à notre invité que nous allons appeler et applaudir, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter au micro de l'Avenir C'est nous, s'il vous plaît? Merci madame, journaliste. Je suis monsieur Bondongo, Bélan Régis. Je suis le deuxième vice-président de l'association Accès Droits pour tous. Et dans le cadre donc de la Journée internationale des droits de l'enfant, nous avons prévu sensibiliser les droits, sensibiliser plutôt les enfants sur leurs droits et également sur leurs devoirs. Voilà un peu l'objet de notre rencontre de ce jour. Monsieur Régis, cette émission, ce sont les enfants qui la font et donc je pense qu'il est temps pour qu'on leur scelle le micro pour vous poser des questions sur leurs droits et leurs devoirs. En tout cas, il n'y a pas de problème, mais il est quand même important que l'on fasse une petite introduction pour permettre aux enfants de rentrer dans le contexte. Question de circonscrire le sujet. Effectivement. Ok. Nous allons donc débuter, comme nous avons dit tantôt, à circonscrire d'abord le contexte de la journée. Pour l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, puisque c'est la date de l'adoption de cette convention, l'association Accès Droits pour tous a conçu un livret pédagogique. Ce livret répertorie les différents droits et les devoirs de l'enfant. Avant donc de vous présenter à proprement parler des droits ou les devoirs de l'enfant, il faut d'abord que l'on sache l'origine plus ou moins de ces textes-là. Les droits de l'enfant ont été consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un texte international adopté par plus de 184 pays dans le monde. Et dans cette convention dont le sigle est CDE, qui signifie donc Convention relative aux droits de l'enfant, il tourne autour de 54 articles dans lesquels on énumère les différents droits de l'enfant. Il y en a plusieurs, mais nous avons pu retenir 10 avec lesquels nous avons échangé avec vous. Donc, au plan international, nous avons la Convention. Au plan national aussi, il y a des textes qui consacrent les droits et les devoirs de l'enfant. Le premier et le plus important, c'est la Constitution. La Constitution de notre pays date du 25 octobre 2015. À son article 38, il est dit expressément que les enfants ont les mêmes droits et ont les mêmes devoirs. À côté de la Constitution, il y a aussi d'autres textes, notamment les lois, qui également consacrent dans la République du Congo les droits et les devoirs de l'enfant. C'est une loi qui date de 2010. La loi numéro 4/2010. Cette loi énumère donc, comme je le disais, les droits et le devoir de l'enfant. Elle a été promulguée à la même année. Voilà un peu, ça c'est pour les textes. À côté donc des textes, puisque ces textes-là partent de l'enfant, dans le livret pédagogique, nous avons estimé qu'il était nécessaire de nous aider à comprendre ce que c'est que d'abord un enfant. Je crois que sur le point physiologique, tout le monde a une idée de ce que c'est qu'un enfant. Mais sur le point juridique, un enfant, c'est un individu, ça peut être de sexe masculin ou de sexe féminin, dont l'âge varie entre 0 à 18 ans. Lorsque vous avez plus de 18 ans, vous n'êtes plus un enfant. Voilà un peu la définition que donnent les textes que je venais de citer sur ce que c'est qu'un enfant. On ne va pas davantage peut-être développer là-dessus, de peur que je vous coupe déjà l'herbe sous les pieds, parce que vous aurez certainement des questions à poser. Les institutions qui protègent les droits de l'enfant, ce sont les mêmes institutions qui, dans notre pays, garantissent les droits de l'homme de façon générale. Parce qu'il faut dire que les droits de l'enfant sont aussi les droits de l'homme.
Mais la particularité, c'est que c'est des droits qui sont attachés uniquement à l'enfant. Donc, pour ce qui est donc des institutions de protection, nous avons en premier lieu la justice. Lorsque les droits sont violés, c'est vers la justice qu'on se rend. À côté donc de la justice, on a aussi d'autres institutions, parmi lesquelles la Commission nationale des droits de l'homme dans notre pays, qui également, dans sa mission, a pour vocation de protéger les droits de façon générale et donc aussi les droits de l'enfant. Voilà un peu d'entrée de jeu les informations que nous avons estimé utiles de mettre à votre disposition avant donc de se donner au jeu des échanges, des questions et des réponses. Madame, Messieurs, voilà donc pour l'introduction avec notre invité, Monsieur Régis. Je pense que les enfants sont prêts à poser des questions. Bonjour, Monsieur le vice-président numéro 2. Je me nomme Mohanou Milando Adel Larry. Selon vous, que représentent les droits de l'enfant? Nous avons dit qu'au plan international, les droits de l'enfant sont consacrés par la Convention des droits de l'enfant. Au plan interne, nous avons la Constitution et la loi numéro 4/2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. C'est dans cette loi-là que l'État congolais, en dehors d'un engagement international qu'il a pris, il a également dit à tous les autres partenaires qu'elle veillera à ce que les droits de l'enfant soient garantis au Congo. Mais pour le garantir, comment est-ce que l'État fait? Nous avons dit au début qu'il y a les institutions qui protègent les droits de l'enfant. Ce sont des mécanismes pour que les droits des enfants soient respectés même au sein de leur famille. Bonjour, monsieur le deuxième vice-président. Je me nomme Alongo Emilia. Je suis élève en terminale A à l'école Jean Bioudji. Dans votre introduction, vous nous avez dit que l'État congolais, dans son institution, avait une loi qui veillait aux droits de l'enfant. J'aimerais savoir si l'État congolais veille à ce que tous les droits de l'enfant soient respectés dans les familles, respectivement dans les maisons. Lorsque, au sein de votre famille, et que dans vos droits, vous êtes violés dans vos droits, mais vous pouvez vous rapprocher des autorités habilitées pour dénoncer ces faits. Et les personnes auteurs peuvent être sanctionnées. Lorsque la personne est sanctionnée, vous êtes rétabli dans votre droit. Puisqu'on va aussi interdire à la personne de pouvoir à nouveau le faire. La sanction est prévue pour faire respecter les droits des enfants. Voilà un peu une contribution de l'État, ce que l'État fait pour que les droits de l'enfant soient garantis. Pour que cela soit respecté, cela soit entendu, même par les parents. Imaginez, vous êtes un parent, les enfants peuvent, on a l'habitude de dire, lorsque vous avez mis au monde, l'enfant appartient à la société. Lorsque vous avez mis au monde un enfant congolais, l'État congolais, qui vous donne donc la nationalité, l'État congolais a le devoir de vous protéger contre les membres de votre famille qui veulent vous violenter, vous faire du mal, et contre toute autre personne, même à l'extérieur de la famille. Quand l'État se permet de sanctionner un membre de votre famille parce qu'on vous a fait du tort, à ce moment-là, l'État est en train de faire en sorte que les droits de l'enfant, même au sein de sa famille, soient respectés. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi les droits de l'enfant? Ce sont des règles qui concernent tous les enfants du monde, sans exception. Ces règles sont rassemblées dans la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte approuvé en 1989 par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. 193 pays, dont la France, ont signé ce texte et ont promis de tout faire pour que les lois de leur pays respectent les droits des enfants. Cependant, 4 pays, dont les États-Unis, n'ont pas ratifié la Convention, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas approuvée officiellement. Mais pourquoi les enfants ont-ils des droits spécifiques? Les enfants sont aujourd'hui considérés comme des êtres humains à part entière. Avec toutefois une sacrée différence. Contrairement aux adultes, ils sont en train de grandir et de construire leur personnalité. Et pour bien grandir, ils ont besoin de manger, d'avoir une famille, d'aller à l'école, d'être soignés et de s'exprimer. Ils doivent aussi se sentir en sécurité et être protégés contre les maltraitances, le travail des enfants et la guerre. Mais les enfants ne sont pas autonomes et ne peuvent pas se protéger seuls. Ils ont besoin que l'on s'occupe d'eux et qu'on les accompagne, ce qui les rend vulnérables. C'est pour cela qu'il existe des droits spécialement adaptés aux besoins des enfants.
Quand leurs droits sont respectés, les enfants peuvent développer tout leur potentiel et se préparent à une belle vie d'adulte. Rien n'est pourtant complètement acquis. Partout dans le monde, mais aussi en France, il reste encore des efforts à faire pour que tous les enfants profitent de leur enfance. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Je suis Kourissa Yewa, élève de 3e à l'école Institut Inspecteur Jean Bioudji. J'ai quelques questions à vous poser concernant les droits de l'enfant. Concernant le droit de s'exprimer, pourquoi les enfants n'ont pas l'écoute des adultes en s'exprimant? Pourquoi tous les enfants n'ont pas le droit de s'exprimer? Je peux vous rassurer et vous dire que les enfants ont le droit de s'exprimer. C'est consacré par les textes, notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant. Je vous disais que c'est un texte international. En ses articles 12, 13, 14 et 15, le droit de s'exprimer est consacré. Mais en quoi consiste ce droit? Ce droit consiste à dire ce que l'on en pense, sans inquiétude, donc sans être inquiété, sans être arrêté. Le droit de s'exprimer, il faut aussi le savoir, se concrétise de plusieurs façons. Par la parole, par le dessin, par la photo, par la musique, etc. Mais ce droit-là est encadré. C'est pourquoi, par exemple, on n'a pas le droit d'insulter les autres. Voyez-vous, c'est peut-être à ce niveau-là les limites. Parce que vos libertés ne doivent pas empiéter les libertés des autres, ou vos droits ne doivent pas empiéter les droits des autres. Voilà un peu la seule limite. Sinon, pour les enfants, vous avez le droit de vous exprimer. Donc, de donner votre point de vue. D'ailleurs, la Journée internationale des droits de l'enfant, ça a été fait pour ça. C'est l'occasion pour les enfants de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Vous avez mentionné que les enfants avaient le droit de s'exprimer sans inquiétude. Mais pour les enfants battus et qui voudraient dire à leurs parents d'arrêter, comment feront-ils? Vous avez ce diaporama qui nous indique que l'enfant a le droit d'être protégé. Cette protection est consacrée par la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela consiste à quoi? C'est-à-dire, pour l'enfant, il y a un environnement qui a été créé pour que l'enfant soit protégé. Il doit être protégé d'abord par sa famille et par les autres institutions de la République. C'est comme ça que l'enfant, lorsque, dans ses droits, il est battu, il peut dénoncer les abus dont il est victime auprès des autorités en charge de la protection de l'enfance. Nous avons cité ici la famille, l'école, les services sociaux, la police et même les associations. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le livret que nous avons préparé, il y a les numéros utiles, tels que le numéro de la police, le 117, il faut connaître ce numéro. Il y a également le 1444. C'est pour dénoncer les violences basées sur le genre. Donc, quand on vous bat à la maison, vous pouvez saisir ces autorités habilitées et ils sauront comment discuter avec vos parents pour les ramener à la raison. Et si cela n'est pas fait, ils pourront être sanctionnés en fonction de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi certains enfants n'ont pas droit à des loisirs, aux jeux et au repos? Ils ont droit aux loisirs et au repos. C'est consacré par la Convention relative aux droits des enfants à son article 31. C'est comme ça d'ailleurs que, généralement en fin d'année, les parents achètent les jouets pour les enfants. Quand ils achètent les jouets, mais l'objectif c'est quoi? C'est pour permettre aux enfants de s'amuser. Donc si nous regardons seulement autour de nous, nous allons constater que les enfants ont le droit au repos et le droit au loisir. Je ne sais pas si vous voyez autour de nous, quand on arrive par exemple avant la fin de l'année, nous avons pour les gens qui sont à l'école les vacances scolaires. Mais ça veut dire que c'est le repos. Les vacances de fin d'année, c'est le repos. L'État prend toutes les dispositions pour que les enfants, après avoir travaillé, pendant 9 mois, ils se reposent les 3 autres mois. C'est le repos, c'est la consécration du droit au repos. Parce que ne pensez pas que le droit est hors de nous. Le droit est vivant. Le droit est au quotidien. Lorsqu'on vous dit aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école. Aujourd'hui, vous pouvez rester à la maison parce que c'est un jour férié. En réalité, c'est pour que vous vous reposez. C'est pour que vous bénéficiez du droit au repos. Lorsque, par exemple, l'État a créé les installations sportives, nous avons les stades,
Nous avons les terrains de jeu, les aires de jeu pour les enfants. Mais ces installations ont été créées pour permettre aux enfants de jouir du droit au loisir. Lorsque les parents peuvent acheter des jouets, c'est aussi pour ça. Est-ce que sur ce point-là, il y a une interrogation? Ne regardez pas le droit ailleurs, regardez le droit à côté de vous. Regardez le droit au quotidien. Le droit, on le vit au quotidien. On doit le saisir ainsi. Concernant les droits de l'homme, on dit que tous les hommes sont nés égaux en égalité et en droit. Est-ce que les enfants ont tous les mêmes droits que les adultes? Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, ils ont les mêmes droits, à bien des égards. Maintenant, lorsqu'on est enfant, par exemple, on ne peut pas voter, on n'a pas le droit de vote. Là, c'est une différence des droits qu'on reconnaît aux enfants et qu'on reconnaît aux adultes. Par exemple, le droit de vote chez nous, dans notre pays, le Congo, est consacré, mais c'est à partir de l'âge de 18 ans qu'on peut exercer le droit de vote. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas 18 ans, donc vous êtes toujours un enfant, vous n'avez pas le droit de vote. Et quelqu'un qui a 18 ans, donc qui est déjà un jeune adulte, lui, il a le droit de vote. À ce moment-là, il y a une différence entre les droits des adultes et les droits des enfants. Mais par exemple, pour le droit à la vie, un adulte a le droit à la vie, un enfant a le droit à la vie. À ce moment-là, il n'y a pas de différence. Parce que ce sont les droits, en réalité, qui sont attachés à la personne de l'être humain. Qu'il soit enfant ou adulte. Voilà un peu la petite différence. Pourquoi l'enfant a le devoir de s'attacher aux valeurs de son pays? Les gens ont l'habitude de dire ou de parler, en ce qui concerne leur pays, de la mère patrie. C'est-à-dire c'est l'État qui nous a donné essentiellement ce que nous avons aujourd'hui. L'État, dans notre pays, on a créé les hôpitaux pour que nous ayons accès au droit à la santé. On a créé les écoles pour que nous ayons droit à l'éducation. On a créé les centres de loisirs pour que nous ayons le droit au repos et au loisir. Mais en retour, qu'est-ce qu'on attend de nous? Pourquoi? C'est donc la question. Pourquoi s'attacher aux valeurs du pays? Parce que le pays nous a tout donné. C'est la raison. C'est pourquoi ça a été marqué dans notre loi sur la protection de l'enfant, à son article 46, que l'enfant a le devoir de s'attacher à son pays. Le devoir de s'attacher à son pays, c'est simplement la manifestation de l'amour qu'on a vis-à-vis de son pays. Lorsqu'on est né au Congo, des parents congolais, par exemple, nous avons la nationalité congolaise. Je vous ai dit que lorsque vous avez la nationalité congolaise, ça veut dire que l'État congolais a le devoir de vous protéger. Mais vous, en retour, vous avez le devoir de vous attacher à ce pays-là. C'est comme ça, par exemple, lorsque le Congo joue, vous voyez comment est-ce que tous les Congolais sont, soit à la télé ou au stade, parce qu'ils aiment leur pays. En réalité, c'est simplement l'amour pour le pays. Ça se manifeste de plusieurs façons, notamment connaître les valeurs de notre pays, connaître et respecter les institutions, le drapeau national, les sceaux et les armoiries. Est-ce que tout enfant a le droit à l'égalité? Le droit à l'égalité est reconnu et consacré autant pour les adultes que pour les enfants. Et d'ailleurs, entre enfants également, il y a le droit à l'égalité. Égalité homme-femme, égalité de chance. Par exemple, nous sommes tous à l'école ici. On n'interdit pas qu'on inscrive les filles comme les garçons. Ça veut dire que pour l'accès à l'éducation, comme vous pouvez le constater dans votre salle de classe, il y a autant des garçons que des filles. Ça veut dire que vous avez tous donc droit à l'égalité. Et pour ce qui concerne spécifiquement l'illustration du droit à l'éducation. Le droit à l'égalité, ça nous invite à éviter les discriminations. Si nos parents nous rejettent, pourquoi devons-nous être solidaires envers eux? Quand j'étais allée en Angola, il y avait une mère qui avait abandonné son enfant. Quand elle a abandonné son enfant, elle ne s'occupait pas très bien d'elle. Elle était alcoolique, elle fumait. Quand son enfant est tombé enceinte, parce qu'elle avait mal conseillé, elle a chassé son enfant. Alors qu'elle aurait pu donner des bons conseils à son enfant. Mais pourquoi l'avoir rejeté?
Est-ce que tous les enfants n'ayant pas de famille ont-ils tous une identité aux yeux de la société et de l'État congolais? Lorsque les enfants sont abandonnés, ils ont un régime plus ou moins spécifique. Parce qu'il y a les droits. Dans les droits des enfants, c'est les droits qu'on reconnaît à tous les enfants, effectivement. Mais pour tous ceux-là qui sont vulnérables, il y a des droits particuliers pour eux. C'est le cas, par exemple, des enfants vivant avec handicap. C'est le cas des enfants albinos. C'est le cas des enfants abandonnés. Ils bénéficient d'une assistance particulière de la part de l'État. À ce moment, l'État crée les conditions pour que ces derniers soient déclarés, qu'ils aient la nationalité congolaise, parce que lorsqu'on n'a pas de nationalité, on est apatride. À ce moment-là, on peut ne pas être protégé par un État. Mais heureusement que les Nations Unies ont aussi créé les mécanismes, même pour les apatrides, pour que leurs droits soient respectés. Parce que celui qui veille à ce que son citoyen, dont ses droits soient respectés, c'est l'État. Mais pour qu'un État veille sur vos droits, il faudrait que vous ayez la nationalité de cet État-là. C'est le lien entre l'État et l'individu. Et donc, pour les enfants abandonnés, les mécanismes sont créés pour qu'ils aient une identité, une nationalité, et donc, en conséquence, bénéficier d'une protection. Que pouvons-nous faire pour aider tous ces enfants qui souffrent en silence et qu'on empêche de s'exprimer? En commençant par la sensibilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple. Il y a aussi le fait de dénoncer les abus. Nous vous avons donné des numéros. Les numéros de la police et les numéros du ministère, le ministère en charge des affaires sociales. C'est à ce niveau qu'on peut dénoncer pour qu'on mette un terme aux violences qu'on est en train d'exercer sur certains enfants. J'aimerais savoir si les violences juvéniles sont dues au non-respect des droits de l'enfant. La violence juvénile est beaucoup plus due, certainement, lorsqu'on fait des recherches, par l'absence d'éducation de certains enfants, ou bien dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu. C'est pourquoi donc, on peut se permettre de dire, sauf à être critiqué, qu'il peut y avoir un lien entre la délinquance juvénile et le non-respect de certains droits de l'enfant. Si cet enfant-là avait eu accès à l'éducation, certainement il ne devait pas se comporter comme il est en train de se comporter. Et donc il y a un rapport entre la délinquance juvénile et l'accès des enfants à leurs droits qui sont consacrés dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Pourquoi l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle à l'école? Dans la Constitution de la République du Congo, la langue officielle, c'est le français. Les langues véhiculaires, nous en avons deux, le lingala et le kituba. Cela n'exclut pas d'ailleurs aussi que nous ayons aussi la possibilité de parler nos langues maternelles. Cela n'est pas interdit. À l'école, pour qu'une langue maternelle devienne une langue d'apprentissage, il faut d'abord qu'il y ait des réflexions au niveau du ministère de l'Enseignement pour créer des programmes pour qu'on en arrive là. Mais pour l'heure, l'éducation dans notre pays est assurée par la langue officielle qui est le français. Ma question concerne le droit à la vie. Quel message donnez-vous aux parents qui font avorter leur enfant? Celui ou celle qui donc se donne aux avortements peut être poursuivi devant les juridictions de la République du Congo et être condamné pour les faits d'avortement. Donc ça veut dire que le parent qui fait aussi avorter son enfant peut être également poursuivi pour ce fait-là, parce que c'est en réalité cette personne-là qui instigue l'enfant à aller vers l'avortement. Et même les médecins qui vont pratiquer l'avortement peuvent être aussi sanctionnés. Et là, c'est le procureur de la République qui est le garant de l'ordre, qui peut le poursuivre au nom de la société. Dès lors qu'il a eu l'information, il peut le faire. Donc le message que nous donnons, que nous envoyons auprès des parents, c'est de faire attention. Parce que même l'enfant, on dit que son âge varie de 0 à 18 ans. Même lorsqu'on est dans le fœtus, à certains jours, on bénéficie du droit à la vie. Donc c'est pourquoi on interdit l'avortement. Je voudrais bien vous raconter une histoire qui concerne la religion, tout en se référant aux droits de l'enfant. Un enfant juif qui, un jour dans la cour de récré, marchait et un groupe d'enfants, on peut appeler des brutes, sont venus lui donner des coups. En rentrant à la maison, il alla voir son père et lui demanda « Père, pourquoi à l'école on me donne des coups en me traitant de juif? Qu'est-ce que ça veut dire être juif ?»
Son père n'avait pas de réponse à lui donner. Il alla voir sa mère et lui dit « Mère, qu'est-ce que ça veut dire être juif ?» Sa mère lui répondit « C'est être attaché à une religion. » Le lendemain, il alla à l'école et demanda à sa maîtresse « Maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire être juif et pourquoi on me bat parce que je suis juif ?» Sa maîtresse, qui elle aussi était contre les musulmans et la religion, lui dit « Va t'asseoir, je n'ai pas de réponse à te donner. » Cet enfant, toujours intrigué par sa religion et les discriminations qu'il subissait, alla voir un représentant public et lui demanda « Est-ce que être juif ou appartenir à une religion est un péché ou un délit ?» Le représentant lui dit « Non, ce n'est pas un délit appartenir à une religion. Appartenir à une religion, c'est une base que nous donnent nos parents en grandissant. » Alors, il a mené des meetings, des marches et a lutté contre tout ça. Ma question est, par rapport à cette histoire, est-ce que la religion pour les enfants est un tabou ou, s'il faut dire, une discrimination? On a le droit de penser, d'exprimer ce que nous avons. C'est le cas également pour la liberté de conscience et donc de religion. La liberté de conscience et de religion est garantie. Dans notre pays, le Congo, il est garanti. Les enfants sont libres de penser. Les enfants sont libres d'appartenir à un mouvement religieux de leur choix. C'est la liberté. Cela est garanti. Et on ne peut pas subir des discriminations pour avoir opté pour telle religion. Maintenant, si vous êtes dans une religion quelconque et que vous voulez partager des informations à l'autre, vous pouvez le faire pour le convaincre de vous suivre dans votre religion. Mais vous n'avez pas le droit de l'imposer. Vous n'avez pas le droit de l'imposer. C'est ça ce qui est interdit. Vous n'avez pas aussi le droit de le discriminer, c'est-à-dire l'empêcher à bénéficier d'un certain nombre de services à cause de sa religion. Selon vous, que représentent les droits de l'enfant ? Avant de s'interroger sur cette question, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le droit de façon générale. Le droit de façon générale, ce qu'on appelle aussi droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui organisent la vie dans une société. Ces règles-là se distinguent des autres règles qu'on retrouve dans la société, telles que la morale. Elles se distinguent de ces règles par leur caractère. La règle de droit est obligatoire. La règle de droit est édictée par l'autorité publique au travers des textes tels que la loi. La loi est un texte adopté par le Parlement. Dans notre pays, le Parlement est composé de 2 chambres. On a l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est à ce niveau-là qu'on vote, ou on vote, on élabore la loi. C'est ça qui nous emmène au droit. Maintenant, lorsqu'on dit que les enfants ont les droits, c'est-à-dire c'est des prérogatives que le droit de façon générale, ou les institutions de l'État, les autorités publiques reconnaissent aux individus. C'est le droit subjectif, c'est-à-dire un droit attaché à la personne. C'est-à-dire les droits de l'enfant, ce sont les droits attachés à la personne de l'enfant. C'est attaché à la personne de l'enfant. Lorsqu'on n'est plus enfant, on n'a plus ces droits-là. Lorsqu'on est adulte, par exemple, on ne va pas vous pousser à aller à l'école. On ne va pas vous exiger d'aller à l'école. C'est à vous, parce que vous avez déjà de 0 à 18 ans, vous avez appris l'importance de l'école. Lorsque vous aurez plus de 18 ans, vous allez comprendre de vous-même qu'il faut aller à l'école. Parce que l'avenir passe aussi par l'école. Parce que vous avez déjà acquis suffisamment d'informations. C'est pourquoi ici dans le livre on dit que le droit des enfants, qui est un droit subjectif, c'est les avantages reconnus aux enfants dans leur relation avec les adultes ou toute personne. Ça s'appelle droit subjectif de l'enfant. C'est attaché à la personne de l'enfant. Pourquoi tous les enfants n'ont pas droit à l'éducation? Déjà, nous avons ce diaporama qui nous permet donc d'avoir une idée sur le droit à l'éducation au Congo, de façon générale. Il faut retenir que le droit à l'éducation est reconnu pour les enfants. C'est un droit qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant à son article 28 et 29. Le droit à l'éducation, c'est le droit pour chaque enfant d'aller à l'école et d'avoir donc
accès à des connaissances qui lui permettront bien entendu plus tard de pouvoir être à même de préparer sa vie d'adulte. Ce que je vais ajouter, c'est de dire encore que le droit à l'éducation dans notre pays est gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle est aussi obligatoire. Maintenant, on peut avoir des difficultés pour la mise en œuvre de ce droit. Parce que pour que ce droit soit mis en œuvre, il faut qu'il y ait des écoles. C'est un devoir de l'État. C'est ce que l'État fait. L'État construit les écoles dans différents départements de notre pays. Il n'y en a peut-être pas encore en quantité suffisante, mais nous croyons que pour ce qui est de l'accès à l'éducation, près de 90% des enfants ont accès à l'éducation, parce que le taux d'alphabétisation dans notre pays est assez élevé. À la différence que ceux des populations autochtones. Le problème maintenant à notre niveau se pose pour l'accès à l'éducation, c'est les enfants des populations autochtones qui n'ont pas nécessairement accès à l'éducation comme nous autres qui habitons dans les grandes villes. L'avenir, c'est nous! L'avenir, c'est nous! Vous êtes sur Télé Congo, la chaîne nationale, et nous sommes aujourd'hui à l'Institut Jean Biyoudi où nous célébrons la Journée internationale des droits des enfants. C'est donc l'association Accès Droits pour tous qui est venue sensibiliser les enfants sur les droits et leurs devoirs. Tout à l'heure, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la toute première rubrique de cette émission Dialogue. C'était donc avec le deuxième vice-président de cette association que les enfants ont échangé. Mais à l'instant, comme dans notre émission, il y a toujours un cadeau. Nous allons appeler le deuxième vice-président, monsieur Régis, de nous rejoindre. Monsieur Régis, vous avez échangé avec les enfants tout à l'heure. Alors, qui sera primé dans cette émission? Merci. Au regard donc des échanges que nous avons pu avoir avec les enfants et donc la qualité des interventions, nous avons estimé qu'il était bon de désigner plutôt parmi les enfants un ambassadeur ou une ambassadrice des droits des enfants. Donc je vais inviter le représentant des étudiants de l'association qui va donc décerner un diplôme et remettre le livret que nous avons préparé pour cette occasion à celle ou celui qui sera désigné. L'avenir, c'est nous! L'avenir, c'est nous! Je suis Arnaud Makamona, représentant des étudiants et membre de l'association Accès Droits pour tous. Ayant suivi très minutieusement les échanges, nous avons décidé de pouvoir remettre un diplôme de graduation à mademoiselle Kurisa Yoa. L'avenir, c'est nous! L'avenir, c'est nous! Mademoiselle Kurisa Yoa, au vu des échanges que nous avons remarqués et de votre participation, nous avons décidé, je parle au nom de l'association Accès Droits pour tous, de pouvoir vous remettre ce diplôme de graduation et puis ce livret de droits qui sera votre outil pour pouvoir sensibiliser les autres autour de vous. Donc je tiens également à préciser que les autres n'ont pas démérité, mais elle sait le plus distinguer. Merci. Alors, vous venez de recevoir votre diplôme de graduation. Et là, je suis en train de lire, attribué à mademoiselle Kurisa Yoa et jeune ambassadeur des droits de l'enfant. Alors, quel message adressez-vous à tous vos petits amis qui vous suivent en ce moment et aussi à l'association, mais surtout aux parents? Je vais remercier tout premièrement l'association de m'avoir nommée ambassadrice des droits de l'enfant et m'adresser aux jeunes enfants et aux parents en disant que je me porte garante pour partager le message et continuer à sensibiliser les enfants et les parents sur leurs droits et leurs devoirs. Exactement, le Congo s'est arrimé aux dispositions de la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant en adoptant donc 21 ans après la loi dite Potignon qui aujourd'hui constitue le cadre juridique
en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant en République du Congo. Alors, que dit cette loi Potignon? La loi Potignon est d'ailleurs très pertinente au point où elle consacre une avancée très énorme en consacrant non seulement les droits, puisque la Convention de 1989 se limite aux droits, mais la loi Potignon vient également ériger un certain nombre de devoirs que les enfants sont tenus. Donc là, on peut dire que c'est une loi qui est très pertinente. Elle consacre, comme la Convention, un certain nombre de droits reconnus à l'enfant et d'autre part des devoirs également reconnus aux enfants en République du Congo. Alors, qui était Madame Potignon? Madame Potignon, paix à son âme d'ailleurs, était congolaise. Très souvent, les gens ont tendance à penser que le nom n'a pas un lien avec le Congo, mais Madame Micheline Potignon-Ngondo était de nationalité congolaise, députée à l'Assemblée nationale de notre pays. Donc, c'est elle qui a été l'initiatrice principale de cette proposition de loi qui est devenue aujourd'hui la loi Potignon qu'on applique dans les tribunaux pour enfants en République du Congo. L'association Accès Droit pour tous est située au centre-ville, au numéro 5 de la rue Louis Tréchaud, juste en face de la primature, dans la ruelle où il y a des statuettes. Et l'association Accès Droit pour tous a plusieurs objectifs que l'on peut retrouver et résumer en 3: sensibiliser, informer et orienter les citoyens sur des questions juridiques et telles que là maintenant l'activité liée à la journée internationale. Nous appliquons en réalité l'objectif lié à la sensibilisation sur les droits. L'association Accès Droit pour tous actuellement dispose d'un répertoire de lois adoptées et promulguées en République du Congo de 1992 à nos jours. Donc, tous les étudiants, c'est là un appel, qui sont dans le domaine des recherches peuvent passer au siège de l'association pour avoir des informations sur les différentes lois adoptées depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. L'avenir, c'est nous! L'avenir, c'est nous! À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi, dans certains pays, les enfants travaillent-ils? On compte 264 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, soit presque un enfant sur 10. Et dans presque tous les pays du monde, les enfants travaillent. C'est très souvent la pauvreté qui oblige les enfants à travailler, au lieu d'aller à l'école. Même si leurs parents travaillent, l'argent gagné par ces enfants est indispensable à leur famille pour vivre. Mais le travail des enfants est-il autorisé? Les enfants ont le droit de travailler, si certaines conditions sont respectées. Ainsi, des textes internationaux, comme la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention 182, encadrent le travail des enfants avec des règles très strictes. Ces règles fixent, par exemple, l'âge minimum et une durée de travail adaptée. Par ailleurs, le travail effectué ne doit pas mettre en danger la santé des enfants et surtout ne doit pas les empêcher d'aller à l'école. Car quand les enfants ne sont pas scolarisés, ils ont du mal, une fois adultes, à trouver un emploi bien payé et à sortir de la pauvreté. Certains pays, trop pauvres pour interdire le travail des enfants, ont donc mis en place un système obligatoire de scolarisation. Comme en Bolivie, un pays d'Amérique du Sud où les enfants peuvent travailler dès l'âge de 10 ans si leur travail ne nuit pas à leur éducation et à leur santé. Ce dispositif permet d'assurer la vie quotidienne de ces enfants sans pour autant sacrifier totalement leur avenir. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Je m'appelle Lebvoa Kendra, je suis en classe de première scientifique et je suis ici parmi vous pour vous relater l'histoire d'un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup touchée dans l'histoire qu'elle raconte et la façon dont les événements de ce livre se sont déroulés. Ce livre s'appelle Cœur d'Arienne et il est de Jean Malunga. Dans ce livre, ce livre raconte l'histoire d'un jeune homme noir qui a immigré en France. Et là-bas, il va tomber amoureux d'une jeune fille française, d'une bonne famille. Et le père de cette jeune fille va s'opposer à leur union parce que pour lui,
l'homme noir, c'est une sous-race. C'est une race qui ne peut pas se mélanger à la race blanche. Pour lui, c'est impossible que sa fille puisse aimer un noir. Mais sa fille, qui s'appelle Yvonne, va se rebeller de son père et va continuer à voir ce jeune homme qui s'appelait... le nom est assez compliqué, je l'ai oublié, mais dans cette histoire, en fait, cette jeune fille va se rebeller de son père et qui va continuer sa relation avec ce jeune homme africain. Et pendant toute l'histoire, à un moment, elle va tomber enceinte de cet homme. Et quand le père va la prendre, il ne va pas vouloir de cette relation. Et il va enfermer ce jeune homme en prison. En prison, il va être dans des souffrances, des douleurs atroces. Et la jeune fille ne va pas supporter que l'homme qu'elle aime se retrouve en prison. Alors un beau jour, elle va prendre l'arme de son père et elle va le tuer. En le tuant, elle se rend compte qu'elle a fait une énorme bêtise. Elle ne supporte pas l'acte qu'elle a commis d'avoir tué son père et elle va se suicider. En fait, cette histoire, c'est un appel à la tolérance. C'est une façon de nous dire que nous devons nous accepter, nous tous tels que nous sommes, parce que nous sommes tous différents. Il n'y a pas de sous-race, il n'y a pas une race qui est plus élevée que l'autre. Nous sommes tous égaux sur cette terre et nous devons tous nous supporter. Bonjour à tous, je me présente, je suis l'élève Lebvois Ashley en classe de seconde tronc commun STC à Joseph Perfection Éducation. Alors je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et dont l'histoire m'a touchée, l'histoire m'a plu. C'est un livre de monsieur Emmanuel Ngoma Ginza. Ce livre a pour titre Mvunguti, le rêve dans la tombe. Alors dans cet ouvrage, on nous raconte l'histoire d'un homme victime de la catastrophe ferroviaire survenue le 5 septembre 1991 à Mvunguti. Et donc, ce jeune homme, étant décédé suite à l'accident, écrit une lettre depuis sa tombe pour écrire une lettre dédiée à ce fils qu'il aurait tant aimé avoir. Et donc, il raconte pleinement toute sa vie, toutes ses erreurs, tout son passé et il raconte le futur et l'avenir qu'il aurait aimé avoir avec ce fils que malheureusement la vie ne lui a pas donné le temps d'avoir. Et donc il exprime beaucoup de regrets, mais il exprime aussi beaucoup de courage. Mais vraiment dans ce livre, il parle à ce fils comme s'il existait. Et donc c'est ce qui me touche beaucoup. Et après, je pense que la leçon qu'on peut tirer dans ce livre, c'est de ne jamais se mettre par des barrières dans la vie. On doit toujours continuer de travailler et de faire vraiment ce qu'on a besoin de faire parce qu'on ne sait pas quand la mort va survenir et qu'on n'aura plus cette vie qui nous a été donnée. Donc voilà, en gros, il faut profiter des jours qu'on a de vie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission L'avenir c'est nous. Aujourd'hui, nous parlons du droit. Le droit de l'enfant était donc le thème du jour, puisque nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant. Nous étions donc à l'Institut Jean Biyoudi, à qui nous disons merci. Merci à l'association Accès Droit pour tous. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Merci à Roger Samba et à Soleil Kunga, respectivement, mon caméraman et monteur de cette émission. Au revoir et à dimanche prochain. Coco, coco, laï, laï, coco, coco, laï, laï, coco.